Impressionnant, la salle, les réactions de la salle, mon cher Olivier, ça va être difficile. Monsieur le Président, cher professeur Olivier Saint-Lary, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous pour ce congrès annuel du Collège national des généralistes enseignants, de vous voir si nombreux dans cette salle. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2000, c'est dans cette salle que les différentes composantes des urgentistes se sont réunies pour créer notre société savante. Donc ça me fait toujours quelque chose de revenir ici. Comme le disait Olivier Saint-Lary, j'ai un emploi du temps de ministre, mais je tenais quand même absolument à être là pour vous témoigner toute l'importance que j'apporte à cette médecine de premier recours, à cette médecine générale, qui, outre mes liens familiaux anciens avec elle, font que je la respecte énormément. Depuis 1983, votre collège œuvre à des missions primordiales, comme la mise en place de la filière universitaire de médecine générale. C'est crucial, je le disais, car cette médecine générale, c'est le bras armé de notre système de santé sur le territoire. C'est par elle que nous arrivons, et les exemples que vous donniez des pays nordiques sont très parlants, que nous arriverons à améliorer la santé de nos concitoyens. Nous avons voulu vous donner les moyens de remplir toujours mieux cette mission. Je reviendrai, mais vous y attendez forcément dans mon intervention, sur cette petite révolution, je suis prudent, qui est en cours sur la création d'une 4e année d'internat de médecine générale. Cette dernière va vous concerner, bien sûr, au premier chef, c'est vous qui allez la mettre en œuvre. Mais avant cela, je voudrais que nous prenions quelques instants pour prendre un peu de recul au-delà de cette réforme nécessaire. Je tiens à profiter de ma venue ici à Lille pour vous dire à quel point nos médecins généralistes, en particulier enseignants, jouent un rôle crucial dans le système de santé. Vous avez été fortement mobilisés face à la crise sanitaire. Je tiens d'abord ici à vous en féliciter, à vous en remercier, parce que sans vous, le système de santé, l'hôpital n'aurait jamais tenu. Aujourd'hui, les crises se succédant aux crises, votre mobilisation continue très fortement, notamment sur la prise en charge des urgences pédiatriques, dans le contexte de cette triple épidémie qui frappe actuellement notre pays. Là aussi, je vous en remercie. C'est une raison pour laquelle j'ai tenu à ce que vous participiez, médecins généralistes, pleinement aux assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. J'en ai lancé les travaux la semaine dernière. Ces derniers s'achèveront au printemps et vous en êtes une partie prenante essentielle. L'objectif, c'est de réfléchir de manière collective, globale, à la santé des enfants pour aboutir à une feuille de route ambitieuse. Ce sera là aussi un rendez-vous majeur de transformation et d'amélioration des prises en charge avec pour objectif central de faire de la santé de nos enfants une priorité de l'action publique. De même, vous êtes un des bras armés de la vaccination partout sur le territoire. Vous avez répondu, je le disais, présent pendant le Covid. Mobilisation, je le répète, exemplaire. Aujourd'hui, nous connaissons une nouvelle vague de l'épidémie. Je compte sur vous pour vacciner, bien sûr, mais aussi pour passer tous les bons messages sur la vaccination, toutes les vaccinations. Nos concitoyens ont plus que jamais besoin, face au vent contraire de fausses nouvelles, de rumeurs, de croyances, d'être informés, accompagnés et rassurés. Nous fêtons cette année les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, dans quelques jours. Ne cessons pas de faire vivre cet héritage de notre pays et continuons de faire de la vaccination le fer de lance de notre politique de prévention. Là encore, vous avez, en tant que généraliste enseignant, un rôle crucial à jouer. Sur la prévention, justement, vous le savez, notre ambition est de faire prendre pleinement le virage préventif à notre système de santé. Je suis, et Olivier Saint-Lary le précisait, j'en remercie, ministre de la Santé et de la Prévention. Je le répète, on me parle encore de ministre des Solidarités et de la Santé, donc il y a encore du chemin à faire là-dessus. Je compte bien faire de cette attribution historique dans l'histoire du ministère de la Santé une réalité. Si nous voulons vraiment refonder notre système de santé, cela ne peut se faire sans la prévention. Et là encore, la prévention se fera grâce à nos médecins généralistes ou ne se fera pas.
Vous avez accès directement aux patients. Vous êtes des interlocuteurs incontournables et de confiance pour les Français. Vous transmettez votre savoir à des futures générations. En un mot, la prévention, c'est à vous de la diffuser. En passant là encore les messages, que ce soit en termes d'activité physique et sportive, d'alimentation, de lutte contre le tabagisme, et on a vu les derniers chiffres de santé publique qui ne sont pas très rassurants, de lutte contre toutes les addictions, de dépistage des maladies, normalement des cancers. Pour vous y aider, vous le savez, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 comporte une innovation majeure, les rendez-vous de prévention. Ces consultations aux 3 âges clés de la vie, 25, 45, 65 ans, seront un atout majeur pour faire entrer la prévention dans le parcours de santé des Français. Je sais pouvoir compter sur vous pour vous en saisir pleinement. Leur contenu devra être progressivement complété, défini, et là encore, nos généralistes enseignants auront toute leur place. En fait, je terminerai cette longue introduction par un mot sur un grand chantier qui nous attend cette année. La négociation conventionnelle qui s'est ouverte avec l'assurance maladie. Vous le savez, l'un des enjeux de cette négociation, c'est de trouver des solutions au fléau que beaucoup de nos concitoyens payent dans leur chair, les déserts médicaux. Plus de 6 millions de Français sans médecin traitant, ce n'est plus durable. Nous devons donc avancer ensemble dans une logique de droit et de devoir pour proposer des solutions concrètes à tous nos concitoyens. Droit et devoir. On peut me reprocher, on me le reproche des fois, ce terme, mais il n'est en rien moralisateur. Je pourrais dire aussi gagnant, 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 que ce soit pour la ville comme pour l'hôpital. Gagnant pour les patients, pour les médecins, pour l'État qui tient quand même les cordons de la bourse. Mais ce qui est important, c'est que chacun fasse un pas vers l'autre en responsabilité. C'est cela que je considère être la négociation. Oui, sur tous ces sujets, je n'ai pas de religion. Je crois au dialogue, je crois aux solutions qui remontent du terrain. Et je compte sur vous pour faire vos propositions, pour prendre pleinement part à cet effort collectif. Partir du terrain, c'est justement ce que nous faisons avec le Conseil national de la refondation en santé. Les concertations locales ont actuellement lieu partout sur notre territoire. Beaucoup de belles idées émergent. Nous prévoyons une restitution en début d'année et nos médecins généralistes, les chefs d'orchestre des parcours de soins, seront, c'est certain, concernés par beaucoup de propositions. Mesdames et messieurs, maintenant, je me permets de revenir au sujet promis, qui intéresse, je le sais, beaucoup d'entre vous. Je parle bien sûr de la création d'une 4e année d'internat de médecine générale. Alors, au risque de reprendre beaucoup de points que vous avez évoqués, cher Olivier, je vais quand même rentrer un petit peu dans le fond de cette réforme. Avant d'être dans le fond, quelle est sa philosophie ? La création d'une 4e année d'internat constitue pour la médecine générale un engagement de campagne du président de la République. Le principal enjeu, c'est de renforcer la formation de nos futurs généralistes. Je le dis, je le répète, parce que cela a souvent été déformé, c'est l'enjeu de cette 4e année. Je vous le disais, nos médecins généralistes sont le pivot de notre système de santé et nous devons, je dois, bien les traiter. Je crois, grâce à cette phrase de pivot du système de santé, vous pourrez tirer au moins un pétale de votre bingo en forme de marguerite, ou alors j'irai le tirer si vous voulez. Plus sérieusement, cette 4e année constitue une phase de consolidation indispensable. Sa création met fin à une inégalité de formation des étudiants en médecine. Le DES médecine générale, à l'instar, vous l'avez dit, des 43 autres spécialités, dispose d'une phase de consolidation, de professionnalisation. Elle vise à renforcer la formation des internes pour leur permettre d'être, en sortie de diplôme, plus autonomes, plus à même de gérer un cabinet médical. J'insiste encore, c'est bien l'objectif premier de cette mesure. C'est à mon sens la clé d'une mise en responsabilité progressive et supervisée pour accompagner le mieux possible nos jeunes médecins généralistes vers leur installation. Le deuxième enjeu, c'est de mieux faire connaître la diversité de nos territoires et de la diversité des modes d'exercice. Nous ne devons pas être naïfs, et cela a été rappelé. Les attentes de la population sont immenses en matière d'accès à la santé et nous devrons y répondre. Aujourd'hui, beaucoup de Françaises et de Français ne comprennent pas pourquoi, 6 millions d'entre eux, il est impossible, ne peuvent pas trouver un médecin traitant, alors même
qu'ils cotisent tous les mois à la sécurité sociale, à l'assurance maladie. C'est encore plus vrai pour les quelques 600 000 d'entre eux qui souffrent d'une affection de longue durée. Aujourd'hui, en 2022, nous ne pouvons, nous ne devons plus fermer les yeux devant le malaise qui parcourt notre système de santé tout entier et même au-delà notre société. Chez certains de nos concitoyens, chez certains de leurs représentants, parlementaires ou élus de tous bords, il y a même des demandes récurrentes à recourir à l'obligation, à la coercition, pour mieux mailler le territoire et que chaque Français ait accès à la santé auquel il a droit. On me le répète souvent, par exemple, je pense à vous aussi, on contraint bien les enseignants à aller partout sur le territoire, alors pourquoi pas les docteurs? À titre personnel, vous connaissez certainement ma position. Je n'y suis pas favorable, j'y suis même opposé. Pas par simple idéologie, mais parce que je pense, parce que je crois, parce que je sais profondément que l'obligation ne fonctionne pas dans la durée. D'ailleurs, vous l'avez dit, aucune des structures que vous avez auditionnées n'y est favorable. Ça tombe bien, moi non plus. C'est même... et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes interlocuteurs au sens large, c'est même contre-productif et on arriverait à une situation pire que la situation actuelle. Toutefois, mon objectif premier, vous le comprenez bien, il est clair aussi, c'est de répondre aux besoins de santé de toutes les Françaises, de tous les Français, peu importe où ils habitent, peu importe leurs revenus, peu importe leur situation sociale. C'est pour moi, et je me permets devant vous de le dire solennellement, un objectif non négociable. Aujourd'hui, l'heure est venue de nous rassembler, de passer à la vitesse supérieure pour nous réorganiser, apporter de nouvelles réponses aux besoins de santé de nos concitoyens partout sur le territoire. Bien sûr, je comprends les inquiétudes exprimées par les futurs médecins qui veulent savoir comment cette année va se dérouler. Je veux les rassurer. Pour faire court, mon objectif, c'est d'inciter plus fortement et même de convaincre pour que les médecins s'installent volontairement dans les territoires les plus sous-dotés et qu'ils s'y investissent parce que nous, la société française, avons besoin de vous dans ces territoires. C'est aussi un objectif, bien sûr, de cette 4e année d'internat. Nous souhaitons donc que les stages soient effectués en priorité, sans que cela soit une obligation, je le répète, dans les zones sous-denses. Cela ne se fera en aucun cas au prix de la qualité des stages et de l'encadrement. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité élaborer soigneusement le contenu de cette 4e année, qui se concrétisera prioritairement, je le répète prioritairement, et pas obligatoirement, par des stages en pratique ambulatoire. Prioritairement parce que certains de nos étudiants portent des projets professionnels spécifiques qui nécessitent que l'un de ces stages de 4e année soit réalisé dans un établissement de santé ou dans d'autres terrains extra-hospitaliers. Je pense en particulier, et c'est tout un travail intéressant à mener, en PMI, en médecine scolaire, dans d'autres activités. Cet argument qui a été relayé par la mission de personnalités hautement qualifiées qui accompagne la réflexion sur le sujet dont vous faites partie, cher Olivier Saint-Lary, nous a semblé tout à fait recevable, bien sûr. Fidèle à notre volonté de progresser par le dialogue, nous avons donc amendé le texte pour permettre cette exception dans le parcours de formation. Ces stages ambulatoires, ils se dérouleront auprès de maîtres de stage universitaires expérimentés, et vous êtes nombreux, j'imagine, dans cette salle. Vous avez rappelé combien le nombre de maîtres de stage avait augmenté en 10 ans. Cela démontre bien que nous sommes capables de le faire. Je m'y engage avec vous. Nous allons continuer à augmenter ce nombre de maîtres de stage, de professionnels capables d'encadrer et de transmettre leur expérience et leur savoir-faire. Je l'ai dit aux représentants des étudiants, c'est la condition pour que cette 4e année soit une réussite. Nous avons beaucoup concerté, notamment justement avec ces représentants des étudiants et des internes. Cela a permis de faire évoluer le texte lors de son examen au Parlement. Nous avons donc prévu une possibilité de rémunération spécifique pour les internes de cette phase de consolidation en ambulatoire, en particulier lorsqu'ils la réalisent dans une zone sous-dense. La garantie de la présence d'un médecin pour accompagner l'interne, qu'il s'agisse de son maître de stage ou non.
La possibilité, je l'ai déjà évoqué, de faire par exception un stage qui ne soit pas que en ambulatoire selon le projet professionnel de l'interne. Mais comme l'a rappelé votre président, pour définir soigneusement le contenu de cette 4e année, nous avons surtout souhaité vous confier à tous les 4 avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, cette mission pour construire cette réforme de la formation de médecine générale. Cher professeur Olivier Saint-Lary, je profite de cette occasion pour vous remercier, bien sûr, d'avoir accepté cette mission, pour votre engagement aux côtés de Madame le doyen Nanoufa, du professeur Stéphane Oustric et de la docteure et interne Mathilde Renker. Le tout avance à bons pas, vous venez de nous faire part d'un certain nombre de conclusions, vous avez conduit près de 40 auditions qui vont modifier, bien entendu, l'ensemble de nos travaux. Ce rapport est déjà très attendu, par moi en premier, et apportera une contribution déterminante à la mise en œuvre de cette réforme. Aujourd'hui, je suis heureux de partager avec vous certains points structurants qui émergent de la mission et des échanges que nous avons eus. Vous avez rappelé, identifié 2 conditions non négociables pour garantir le succès de cette réforme, les conditions d'accueil en stage et le renforcement de l'encadrement pédagogique. Je vous rejoins totalement là-dessus. Pour assurer les conditions d'accueil en stage, la mission propose de disposer d'un guichet unique par UFR. En coopération avec les collectivités territoriales, ce guichet unique permettra à l'interne de disposer d'un seul point d'entrée pour obtenir toutes les informations pratiques sur son terrain de stage, sur les conditions d'accueil, de logement, de transport, etc. Cette idée est excellente. Je crois que nous aurions intérêt à la rapprocher du guichet unique pour l'installation, dont nous avons souhaité engager la mise en place dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Ainsi, nous devons éclairer les internes de manière globale sur les possibilités de stage et les conditions d'installation dans le territoire. Allons-y. Ensuite, nous allons actionner plusieurs leviers pour assurer le renforcement de l'encadrement pédagogique. Tout d'abord, la mission plaide pour augmenter le nombre d'enseignants titulaires et associés, ainsi que pour renforcer leur formation en tant que maître de stage universitaire. Je sais que vous êtes très attentifs aux modalités de formation des maîtres de stage. Pour l'année 2023, je souhaite que toutes les formations proposées par le CNGE soient validées hors quota. Y compris les formations continues. Je souhaite aussi que l'on puisse prioriser la formation des nouveaux maîtres de stage, bien entendu. Nous allons consolider ce dispositif au plus vite. Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour nous accompagner dans cette démarche. Cette mission de formation universitaire ambulatoire devra aussi être promue et valorisée, parce qu'elle est le fondement de notre enseignement de la médecine générale, parce qu'elle est donc une part de l'avenir de notre système de santé. En parallèle, je serai bien sûr très attentif à vos propositions concernant la révision de la maquette du diplôme d'études spécialisées. En effet, la création de cette 4e année d'internat de médecine générale doit s'inscrire dans le cadre global de la réforme du 3e cycle et s'accompagner d'une révision de la maquette du DES. Je le dis, je le redis, cette 4e année d'internat de médecine générale ne consiste pas seulement à créer pour le plaisir 2 nouveaux semestres de stage supplémentaires. Elle doit être l'occasion de revoir, d'améliorer la formation dispensée à nos futurs généralistes durant les 4 années de leur formation. En effet, la formation théorique doit avoir toute sa place durant la phase de consolidation pour qu'elle soit la plus utile possible pour nos futurs médecins généralistes. Sur ce champ, toutes les pistes que vous proposez me paraissent très intéressantes, qu'il s'agisse de modules spécifiques de formation sur la gestion d'un cabinet, la place des acteurs territoriaux, la pédagogie, en particulier pour que les internes puissent devenir eux-mêmes maîtres de stage universitaire plus tard, ou aussi en matière de santé numérique. Au-delà du contenu de la formation, nous allons devoir donner des gages de prévisibilité aux étudiants. Bref, que vous sachiez où on va vous emmener. C'est la raison pour laquelle je serai extrêmement attentif à ce que nous anticipions la publication des textes réglementaires nécessaires. Tous ces textes réglementaires doivent être publiés au plus tard en juillet 2023 pour que nos internes puissent faire le choix de la spécialité en toute connaissance de cause. Je m'y engage. Bien sûr, d'autres points restent encore à creuser. Cela sera tout le rôle de votre mission dans les mois à venir.
Mesdames et messieurs, je tiens à vous redire à quel point nos médecins généralistes, a fortiori enseignants, sont des acteurs essentiels de l'exigence qui est la vôtre, qui est la nôtre, d'une médecine de qualité, et dans le même temps de cette mutation que nous savons tous incontournable. Je le pense profondément, cette 4e année d'internat ne serait pas seulement une chance pour nos territoires sous-dotés, ce serait aussi une chance pour nos jeunes médecins. Je sais pouvoir compter sur vous pour faire de cette opportunité une réalité. Avant de conclure, je souhaite vous lire une courte déclaration de ma collègue Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui ne pouvait être là aujourd'hui et qui vous demande d'excuser son absence. Je la cite. « Mesdames et messieurs, je remercie le ministre de la Santé et de la Prévention de porter ma voix auprès de vous aujourd'hui. Considérez qu'il s'agit d'une démonstration concrète de l'entente entre nos deux ministères. Je vais vous dire quelques mots concernant cette 4e année d'internat de médecine générale. Je remercie sincèrement les personnalités qui conduisent la mission, mais aussi les auditionnés, pour être restés dans un mode vigilant et constructif. Il s'agit d'abord d'un sujet de formation, de préparation à l'insertion professionnelle dans toutes ses dimensions, de la gestion et management d'un cabinet à l'interprofessionnalité, la téléconsultation, la recherche en soins primaires et j'en passe. Il s'agit également d'un sujet de pédagogie qui questionne la globalité du 3e cycle. Je voudrais ici remercier celles et ceux qui s'engagent dans ce travail pédagogique d'ampleur. Pour réussir la réforme, il faudra des renforts en moyens humains, en enseignants titulaires et associés, en maîtres de stage universitaires, en CCU de médecine générale. Bon. Mon ministère, de concert avec le ministère de la Santé et de la Prévention, est tout à fait disposé à travailler à un plan médecine générale d'accompagnement de cette réforme en s'emparant de tous les paramètres qui permettent de dresser un plan solide et efficace. Voilà les quelques mots que la ministre souhaitait vous transmettre. Je reprends la parole. Pour conclure, enfin, vous allez dire, je souhaite partager avec vous une vision pragmatique de notre système de santé. Vous n'êtes pas responsable de la situation actuelle de notre système de santé. Je tiens à bien insister là-dessus. Conçu dans les années 70 sur la base de l'offre de soins, il ne répond plus aujourd'hui aux enjeux de notre société. Vieillissement de la population, progrès de la médecine, augmentation des besoins et diminution de l'offre. Ce n'est plus tenable. Le modèle a vécu, en France comme dans tous les pays industrialisés, qui vivent actuellement les mêmes difficultés que chez nous. Nous devons ensemble, tous les professionnels de santé, relever le défi de la transformation. Refonder notre système sur la réponse aux besoins de la population, à leurs besoins de santé, sur la lutte contre toutes les inégalités d'accès à la santé, tout en prenant soin de nos soignants. Le défi, je le sais, est grand, pour ne pas dire immense. Mais nous avons aujourd'hui, en capitalisant sur ce que nous avons fait ensemble lors de la crise sanitaire, l'occasion, oserais-je dire historique, de relever ce défi. Je prends souvent comme exemple l'idéogramme chinois, vous pourrez aller regarder, qui représente le mot crise. Cet idéogramme est formé de 2 idéogrammes différents. Un idéogramme qui signifie danger et l'autre qui signifie opportunité. Saisissons-nous tous ensemble de cette opportunité, en équipe, chacun soutenant les autres et non dans une logique individuelle, oserais-je dire parfois corporatiste. Dans l'orchestre, si un seul musicien joue faux, c'est tout l'orchestre qui dysfonctionne. J'ai besoin de bons chefs d'orchestre et je sais pouvoir compter sur vous, comme vous pourrez, soyez-en sûrs, compter sur moi. Je vous remercie et vous souhaite un excellent congrès.